Alors, correction de l'exercice 27, donc on s'intéresse au mouvement de cette sonde, donc il y a deux parties dans son déplacement, la partie en noir, la partie en rouge. Donc d'abord on repère qu'on a une première partie du mouvement avec une accélération constante de 10 mètres par seconde au carré et une vitesse qui augmente. Pardon. Dans cette partie, on va utiliser les équations horaires, en tout cas les déterminer. C'est-à-dire qu'on va déterminer l'expression de v de t, l'expression de x de t. Vous êtes habitué à partir de x de t, de dériver pour avoir v, et de dériver pour avoir a. Là, on va faire l'inverse, on va partir de a pour aller à v, puis à x. Alors, comment faire? A égale 10, et il faut trouver, en faisant l'opération inverse de la dérivée, v de t. v de t, donc c'est une primitive de a, c'est-à-dire une fonction qui, si on la dérive, donne a. Donc ça fait 10 fois t qui est la variable, et une primitive de v va inclure aussi l'ajout d'une constante. Alors pourquoi cette constante petit k peut-elle être ajoutée? Quand on va dériver 10 fois t plus k, quelle que soit la valeur de k, on va retrouver quelque chose qui est égal, enfin une fonction qui sera égale à 10. 10 fois t, ça va être 10, quand on dérive, et k, 0. Alors comment déterminer cette valeur de k? Pour déterminer k, ce qu'il faudrait, c'est connaître la valeur de la vitesse à un instant précis, donc connaître cet instant. Du coup, dans cette égalité, on connaîtrait v, on connaîtrait t, et k serait la seule inconnue. Or, si on regarde dans l'énoncé, on voit que la vitesse initiale est nulle. Ce qui veut dire que v de 0 est égal à 0. Donc si je remplace dans cette expression, j'ai 0 égale 10 fois 0 plus k. Donc pas besoin d'être en spémat pour comprendre que k est égal à 0. Donc je peux remplacer k par 0. Maintenant, je vais déterminer la position x de t en prenant une primitive de la vitesse v de t. Donc je garde le 10 qui est une constante. La primitive de t, ça va être t au carré sur 2. Hein. Si on dérive t au carré sur 2, ça donne bien t, donc on est bon. Et il faut à nouveau ajouter une constante, comme précédemment, plus k. Alors cette constante, pour la déterminer, il faudrait soit avoir une information sur la valeur de la position à un instant précis, on pourrait déterminer k. On n'a rien dans l'énoncé, donc on peut aussi nous s'organiser dans nos choix. On a le choix de l'origine du repère qui sert à étudier le mouvement. On peut choisir que x de 0 soit égal à 0, c'est-à-dire qu'on part de l'origine du repère. Si je remplace x par 0, t par 0, je trouve que k est égal à 0. Ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est le cas justement ici. Donc j'ai l'équation horaire du mouvement. Alors cette démarche-là, elle n'est pas explicitement demandée dans l'énoncé, mais si on vous demande de lier des instants à des vitesses, des positions, il vous faut les équations horaires, et donc il faut faire cette petite démarche qui n'est pas si longue que ça, surtout qu'on n'a pas à la démontrer à chaque fois. Ainsi, on peut répondre à la question 1 et à la question 2 déjà. La durée nécessaire à la sonde pour atteindre sa vitesse de croisière. Alors l'accélération, on sait que c'est dv sur dt. Donc là, je n'ai pas encore utilisé les équations horaires, c'est pour la question 2. Donc si on avait... nous, ce qu'on cherche, pardon, c'est la durée. Comme l'accélération est constante, hein, on peut aussi l'écrire comme delta v sur delta t. Du coup, delta t sera égal à delta v sur a. Et au niveau des unités, on se rend compte que tout va bien. On a des mètres seconde moins 1 sur des mètres seconde moins 2. Donc le quotient donnera des secondes pour delta t. C'est cohérent. Donc on peut prendre du coup la correction du livre. Donc delta t, c'est 17 fois 10 puissance 3, donc la vitesse finale atteinte par la sonde, moins la vitesse initiale 0, divisé par l'accélération, 10 mètres par seconde au carré. Donc on trouve 1,7 fois 10 puissance 3 secondes, qu'on peut convertir en minutes, 28 minutes et 20 secondes. Pour la question 2 maintenant. On vous demande de déterminer la distance parcourue par la sonde lorsque la vitesse de croisière est atteinte. Donc finalement, si on revient à ce qu'on avait avant, ça revient à déterminer la distance parcourue lorsqu'on aura atteint l'instant t qui est ici. Et pour ça, il faut avoir cette expression-ci qui est nécessaire pour déterminer la distance. Mais il faut aussi l'instant t. Alors, déjà, on va déterminer l'instant t. L'instant t, ça va être égal à v sur 10. Donc, 17 km par seconde. Donc, 17 fois 10 puissance 3 pour être en mètres, divisé par 10. Donc, t va être égal à 1,7 fois 10 puissance 3 secondes.
D'accord? Donc cette première expression nous permet de déterminer t. Maintenant qu'on a t, on n'a plus qu'à l'injecter ici pour déterminer la position que la sonde aura atteinte au bout d'une durée t qui vaut 1,7 fois 10 puissance 3 secondes. Le calcul a déjà été fait, je ne vais pas le réécrire. Juste là. Donc 0,5 fois l'accélération fois cette fameuse durée pour atteindre la fin du mouvement rectiligne accéléré, uniformément accéléré, et on trouve une distance égale à 1,4 fois 10 puissance 7 mètres. La question 3, je l'enchaîne sur une vidéo qui suit.